Nous avons l'habitude de considérer le temps comme quelque chose de banal et d'évident. Il s'écoule, seconde après seconde et année après année. Mais si l'on commence à réfléchir un peu plus profondément, si l'on creuse un peu, l'image familière peut commencer à changer légèrement. Qu'est-ce que le temps, en réalité ? Est-il possible de le ralentir d'une manière ou d'une autre ? Et surtout, peut-on le tromper ? En effet, la physique moderne affirme que voyager dans le futur n'est pas de la science-fiction, mais une conséquence des lois de l'univers. La gravité, la vitesse de la lumière, la courbure de l'espace, tout cela influence déjà aujourd'hui le cours du temps. Mais dès que nous sortons un peu plus loin, au-delà des limites de la Terre, le tableau devient plus étrange. Où se termine l'atmosphère et où commence l'espace ? L'homme a-t-il déjà été dans un espace vraiment vide ? Et quels secrets les géants du système solaire, de Jupiter à ses lunes glacées, cachent-ils ? Aujourd'hui, nous allons partir là où nos idées habituelles cessent de fonctionner. Nous parlerons du temps en tant que dimension, de l'espace sans frontières nettes et des missions qui, pas à pas, transforment notre compréhension de l'univers. Je sais ce qu'est le temps, tant que je n'y pense pas. Sans doute, cette citation du philosophe Saint Augustin qui a vécu il y a plus de 1500 ans reste pertinente aujourd'hui. Et si l'on réfléchissait au voyage dans le temps, et pas à ce temps qui nous est habituel, un déplacement qui mène du berceau de l'enfance à la vieillesse, de véritables voyages vers le futur ou le passé. Voilà ce que nous désirons vraiment, et voilà ce qu'il est vraiment difficile d'imaginer en pratique. La question du retour dans le passé reste controversée. La science n'exclut pas la possibilité de voyager dans le futur, mais comment y parvenir ? Le temps, en tant que quatrième dimension simple, fait que tout dans notre réalité va vers le futur. Le futur, le futur, le futur, le futur, le futur. Vers le futur, le futur, le futur, le futur, vers le futur, vers le futur, le futur, le futur, le futur, dans le futur, 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 dans. Le fait que nous mesurions le temps en minutes, en heures ou en jours ne signifie pas qu'il a une vitesse constante. On peut comparer cela au courant d'une rivière. L'eau se déplace à des vitesses différentes selon les endroits, tout comme notre temps insaisissable. Mais c'est précisément dans cette relativité que réside la clé des voyages à travers la quatrième dimension. Le grand Albert Einstein supposait que la matière pouvait ralentir le temps. Et il avait raison. Plus un objet est lourd, plus le temps ralentit à proximité de celui-ci. Les preuves de cela flottent au-dessus de nos têtes. Ce sont les satellites GPS. Chacun de ces satellites est équipé d'une horloge ultra précise qui avance chaque jour d'un tiers de milliardième de seconde, mais bien sûr, elles sont corrigées quotidiennement. Ce ne sont pas des horloges défectueuses. La grande masse de la Terre fait que le temps s'écoule un peu plus lentement à sa surface qu'en orbite. Imaginez maintenant la plus puissante des machines à voyager dans le temps naturel qui pèse autant que plusieurs millions de nos soleils. Bien sûr, vous avez deviné qu'il s'agit d'un trou noir. Le célèbre physicien théoricien Stephen Hawking a calculé que si l'on plaçait un vaisseau spatial avec des humains sur la bonne orbite autour du trou noir au centre de notre galaxie, le temps pour ces fous à bord du vaisseau ralentirait de moitié. S'il reste sur cette orbite pendant 5 ans, il se sera déjà écoulé 10 ans sur Terre. Il en résulte que l'équipage reviendra sur une Terre du futur où leurs anciens camarades auront déjà 5 ans de plus qu'eux. Voilà à quoi ressemble un voyage dans l'espace et le temps. La vitesse à laquelle vous vous déplacez est un facteur clé pour voyager dans le futur. En voyageant presque à la vitesse de la lumière, vous finirez inévitablement dans le futur. Pour comprendre comment cela fonctionne, Stephen Hawking a imaginé un train à très grande vitesse dont les passagers se retrouveraient dans une véritable machine à voyager dans le temps. Traçons une voie pour ce train autour de la Terre. Le train fera des tours, accélérant de plus en plus vite. Les lois de la physique l'empêchent d'atteindre la vitesse de la lumière. Mais il pourra s'en approcher. Et voilà que notre train fait déjà 7 tours par seconde. Et en rentrant chez eux une semaine plus tard, les passagers verront que sur Terre, il ne s'est pas écoulé 2 semaines, ni même 1 mois, mais bien 100 ans entiers. Dans cette situation, le temps pour les voyageurs ralentit beaucoup plus que sur l'orbite d'un trou noir. Mais pourquoi le temps ralentit-il tout court ?
C'est ce qu'on appelle la protection de la vitesse admissible. Si l'un des passagers veut soudainement courir à toute vitesse dans la direction du train pour dépasser ou au moins atteindre la vitesse de la lumière, il sera très déçu. Les lois de la nature ralentiront toujours le temps pour protéger la vitesse admissible. D'ailleurs, vous connaissez tous un analogue de ce train, le grand collisionneur de Hadron. C'est précisément là que les scientifiques ont découvert que le temps ralentit pour les objets se déplaçant à 99% de la vitesse de la lumière. Les pions sont des particules qui se désintègrent rapidement, même très rapidement. Ils n'existent que pendant 25 milliardièmes de seconde, mais lorsqu'on les accélère à la vitesse que nous connaissons déjà, ils existent 30 fois plus longtemps. Voilà un autre fait en faveur de la réalité de choses comme le voyage dans le futur. Le voyage dans le passé, comme déjà mentionné, ne paraît pas possible actuellement. Rien que l'idée de cela engendre de nombreux paradoxes. Ils sont liés au fait que, dans cette histoire, la conséquence précéderait la cause, ce qui semble impossible. Cependant, si l'on adhère à la théorie du multivers, vous pouvez voyager dans votre passé, mais seulement dans un univers parallèle. Ici, vos actions n'auront aucun effet sur votre univers d'origine. Cependant, vous ne pourrez plus y retourner. Pratiquement chacun d'entre nous rêve de percer les mystères qui y sont liés et d'obtenir le pouvoir sur le temps, qui parfois semble impitoyable. En 2014, un film de science-fiction époustouflant intitulé Interstellar a été réalisé sur la base des travaux scientifiques du célèbre physicien Kip Thorne. Dans ce film, les frères Nolan ont tenté de montrer à quoi pourrait ressembler la 5e dimension et le voyage dans le temps. Ont-ils réussi à recréer de manière scientifiquement crédible ce que nous n'avons jamais vu ? Que savons-nous des dimensions de notre univers ? À l'heure actuelle, la théorie la plus stable en physique théorique est la théorie M, qui est elle-même une incarnation de la théorie des cordes. La théorie M implique l'existence de 11 dimensions au total. De plus, il existe une certaine théorie F qui compte déjà 12 dimensions dont 2 sont temporelles. Pour l'instant, nous n'en percevons que 4. Notre espace tridimensionnel habituel se déplace en quelque sorte le long d'une ligne et ce, dans une seule direction. Nous appelons cette ligne le temps qui nous sert de 4e dimension. Appelons-la la ligne de vie sur laquelle nous ne pouvons aller que du passé vers le futur. Si nous prenons pour plus de clarté, Мяч в состоянии покоя. Alors pour un espace bidimensionnel, c'est un cercle, pour un espace unidimensionnel, une ligne, pour un espace tridimensionnel, une sphère ou cette même balle. Dans un espace à 4 dimensions, cette même balle, mais qui rebondit, crée tout au long de son trajet une figure en forme de tube avec des bords hémisphériques. Autrement dit, dans un espace à 4 dimensions, la balle est un tube et la sphère est la projection tridimensionnelle de cette figure à 4 dimensions. Mais que se passerait-il si nous voyions la 5e dimension ? Dans Interstellar, on nous a montré une version de la 5e dimension telle que l'ont imaginé les créateurs du film. C'est une sorte d'hypercube composé d'un grand nombre de chambres de la fille du personnage principal. Chacune de ces pièces représentait un espace tridimensionnel à n'importe quel moment de son existence. Et le héros communiquait avec sa fille dans le passé à l'aide d'anomalies gravitationnelles. Une telle représentation ne contredit pas la science. Cette 5e dimension peut être appelée un plan d'ordre supérieur qui consiste en un ensemble de ramifications distinctes des lignes de vie, c'est-à-dire de tous les événements possibles. Et si l'hypothèse de l'existence d'une infinité de réalités parallèles est correcte, alors dans la 5e dimension, nous devrions voir toutes les lignes de toutes les réalités parallèles possibles, qui s'étendent dans une infinité de directions. Il est difficile d'imaginer comment cela est possible. Certains êtres pourraient déjà avoir accès à la 5e dimension. À quoi ressemble alors leur vie ? Les lois de la physique fonctionneraient probablement différemment ici. C'est précisément dans la 5e dimension que l'espace-temps à 4 dimensions doit se courber pour rapprocher 2 points sur une ligne droite. Il se produit ce qu'on appelle la courbure du continuum espace-temps, sans laquelle le voyage dans le temps serait peu probable. On peut affirmer avec certitude que pour des êtres ayant accès à d'autres dimensions, le temps signifie quelque chose de différent.
Le film Interstellar nous a offert une belle visualisation artistique de ce que les scientifiques ne font que décrire pour l'instant. L'humanité n'a pas encore réussi à voir ou à percevoir plus de 4 dimensions. L'humanité n'a pas encore réussi à voir ou à percevoir plus de 4 dimensions. Mais nous pouvons dire avec certitude que ce ne sont pas les films qui ont réussi à imaginer et à nous montrer la 5e dimension et la gravité à travers le temps, qui nous choquent vraiment, car l'homme n'est pas encore capable de faire face à quelque chose de semblable. Et si tout ressemblait vraiment à ça, comment pourrions-nous le savoir ? Ce genre de film pousse les gens à réfléchir, à raisonner, à s'intéresser à la science, et cela nous réjouit beaucoup. Personne n'est jamais allé dans l'espace. Qu'en dites-vous ? En ce moment même, vous imaginez Yuri Gagarin s'envolant à bord d'une fusée avec son célèbre Poyekali. Calmez votre imagination, en réalité, ce n'est pas si simple. Il ne s'agira pas du complot lunaire dont les adeptes pensent que le programme Apollo américain a été falsifié. Pour commencer, rafraîchissez votre mémoire avec le programme scolaire de géographie, en particulier la section sur l'atmosphère terrestre. Rappelez-vous de quelle couche est composée l'enveloppe invisible, en commençant par la troposphère. C'est notre maison à tous qui se termine à une altitude de 8 à 18 km selon la latitude. C'est ici que naissent les cyclones et les anticyclones, ainsi que la fameuse turbulence atmosphérique qui effraie les personnes montant pour la première fois à bord d'un avion. La couche suivante est la stratosphère, qui règne à une altitude de 11 à 50 km. Les scientifiques du 19e siècle étaient à tort convaincus que c'est ici que l'atmosphère terrestre se terminait. Les températures dans la stratosphère sont vivifiantes, autour de moins 55 degrés Celsius. Rappelez-vous des images choquantes de l'aéroport de Kaboul. Il est évident que les personnes désespérées qui grimpaient sur le fuselage de l'avion n'avaient aucune chance de survivre. La stratosphère abrite également la couche d'ozone qui protège la planète des rayonnements solaires mortels. Et voici la mésosphère qui se situe à une altitude de 50 à 90 km. Selon les données actuelles, elle était considérée comme la dernière couche atmosphérique séparant la Terre de l'espace. Mais est-ce vraiment le cas ? En fait, cette affirmation n'est pas tout à fait correcte. Il ne s'agit que d'une frontière qui définit les différences entre les modes de vol. Jusqu'à une altitude de 100 km, on peut se déplacer grâce à la force des courants d'air, mais au-delà, seul un engin spatial est capable de voler. Autrement dit, il n'y a pas de définition précise de l'endroit où l'atmosphère terrestre se termine et où commence l'espace. C'est pourquoi chacun agit à sa manière. Il s'avère donc que ni Richard Branson ni Jeff Bezos n'ont en réalité jamais été dans l'espace ? Oui, ils ont simplement effectué un vol touristique autour de notre planète à un prix fabuleux. Mais laissons les multimilliardaires régler eux-mêmes leurs problèmes moraux et montons encore plus haut nous-mêmes, dans la couche de l'atmosphère où nous sommes enveloppés par un silence absolu. C'est ici que les molécules se poursuivent littéralement les unes les autres. Comment s'appelle cette couche ? Son nom est la thermosphère. Il n'est pas étonnant que les aurores boréales chaudes et colorées se soient installées à cette altitude. Nous avons franchi la ligne de Kármán à 100 km au-dessus de la Terre, souvent considérée comme la limite invisible de l'atmosphère terrestre. Атмосферой и открытым космосом. De plus, c'est précisément à cette altitude que se trouve la limite supérieure des États. En franchissant la ligne de Kármán, l'atmosphère devient tellement raréfiée que l'aviation aérodynamique perd ses fonctions et la vitesse nécessaire pour créer une portance commence à dépasser la première vitesse cosmique, c'est-à-dire 7,91 km par seconde. C'est exactement ce dont nous avons parlé plus tôt. Une telle division en couches convient mieux non pas à la définition des frontières de l'espace, mais au choix des moyens de déplacement. Néanmoins, atteindre la ligne de Kármán est formellement la condition principale pour que le vol soit reconnu comme spatial. D'ailleurs, les premières à avoir franchi cette ligne imaginaire furent les fusées balistiques allemandes V2 conçues par le génial ingénieur Werner von Braun. Mais revenons à la thermosphère, ou plutôt, montons un peu au-dessus de la ligne de Kármán. Bien que, à proprement parler, cette couche commence à une altitude de 80 à 90 km. La limite supérieure de la thermosphère se termine après avoir dépassé la barre des 700 à 800 km. Dans ce monde étrange et pratiquement silencieux, seuls les vols sur des trajectoires balistiques sont possibles.
C'est ici que se trouvent les ceintures de radiation, extrêmement nocives pour la santé humaine. Les températures dans la thermosphère varient de -73 à plus 1700 degrés. Ne soyez pas surpris, rappelez-vous le nom de cette couche. Pourquoi fait-il si chaud dans la thermosphère ? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler des règles élémentaires de la physique. Plus les particules se déplacent rapidement, plus elles dégagent d'énergie, et donc de chaleur. Mais qu'est-ce qui a accéléré ces particules à ce point ? Cela a été favorisé par les rayons ultraviolets et les rayons X qui, en frappant les rares molécules d'air, les propulsent violemment, les accélérant à des vitesses inimaginables. En même temps, dans un lieu aussi inhospitalier, vous ressentiriez un froid glacial plutôt qu'une chaleur brûlante. Parce que même si les particules transportent une énorme quantité d'énergie, il y en a ici ridiculement peu. Donc, la probabilité d'en rencontrer une est très faible. Néanmoins, il y a suffisamment de particules à grande vitesse pour endommager des stations spatiales entières. Comme on dit, la goutte d'eau finit par creuser la pierre. Alors, où commence vraiment l'espace, celui qui est véritablement vide et authentique ? On pourrait penser qu'il commence là, dans l'exosphère, où les aurores boréales s'éteignent et où règne le vide absolu. C'est la partie supérieure de la thermosphère, située à environ 1000 km au-dessus du niveau de la mer. Le gaz y est extrêmement raréfié et s'échappe progressivement dans l'espace interplanétaire, c'est-à-dire qu'il se produit ce qu'on appelle la dissipation, une perte partielle de l'atmosphère planétaire. À une altitude d'environ 3500 km, l'exosphère se confond avec le vide spatial proche, qui, il s'avère, n'est pas non plus dépourvu de particules familières, comme les atomes d'hydrogène par exemple. Quel genre d'espace est-ce donc, dites-moi ? C'est ici que commence le plus intéressant. À ces altitudes mentionnées se trouve une autre ceinture protectrice de la Terre qui capture le rayonnement ultraviolet le plus nocif et l'emprisonne comme dans une cellule de prison. Ainsi, un séjour prolongé à plus de 500 000 km n'est possible que si vous êtes déjà mort et que vous dérivez sans vie dans l'espace. Mais le dangereux rayonnement ultraviolet solaire n'est pas le seul habitant de l'exosphère. Comme mentionné précédemment, l'espace ici est rempli d'atomes d'hydrogène et d'hélium, car les gaz les plus légers montent de vers le haut, comme la vapeur au-dessus d'une casserole d'eau bouillante. On peut appeler l'exosphère, pour les plus audacieux, un sas ou une transition entre le monde terrestre et le monde spatial. Il y a vraiment très peu de particules ici, mais elles se déplacent à des vitesses énormes, atteignant parfois la deuxième vitesse cosmique, plus de 11 km par seconde. Ainsi, les molécules peuvent parcourir des milliers de kilomètres avant de rencontrer leurs semblables. Nous répétons la question, où se termine l'exosphère et où commence l'espace ? Dans les manuels, on indique souvent le chiffre de 10 000 km, mais techniquement, il n'existe pas de frontière précise. Alors, qui a été le premier homme à franchir les limites de l'atmosphère terrestre et à partir dans l'espace ? Youri Alexeyevitch Gagarine ? Répondrez-vous en chœur et vous aurez tort, car il n'a fait que franchir la ligne de Kármán située à 100 km d'altitude, bien que cela n'enlève rien à ses mérites et ne rende pas l'événement moins historique. Mais l'atmosphère terrestre se poursuit au-delà. Mieux encore, on trouve des particules d'hydrogène et d'hélium même sur la Lune. Écoutez les sanglots des spécialistes de la NASA qui ont lancé le programme spatial Apollo. Cela signifie-t-il que le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, qui ont été sur la Lune et auraient de soi-disant remporté la course à la Lune, ne sont jamais vraiment allés dans l'espace profond? C'est une déclaration choquante, il n'y a rien à dire. Si l'on considère la question scrupuleusement, la géocouronne, la sphère dans laquelle s'étend l'influence de la Terre, se trouve à une distance de 630 000 km de la planète. Autrement dit, la Lune, qui se trouve à 384 000 km de nous, fait également partie de cet espace. Oh, combien de merveilleuses découvertes l'éveil de l'esprit nous prépare! Autrement dit, la réponse à la question de savoir combien de personnes ont quitté notre planète et sont allées dans l'espace profond est aucune. Ainsi, les premiers astronautes de ce genre seront les futurs colons de Mars. Pour ceux qui pensaient autrement, c'est une mauvaise nouvelle. Pour les autres, c'est une occasion de réfléchir au fait que notre atmosphère est bien plus vaste qu'elle n'en a l'air. Abonnez-vous à la chaîne Hubble, mettez un pouce en l'air, cliquez sur la cloche et partagez ces vidéos instructives avec vos amis. Quand on partage l'information,
elles se multiplient. N'oubliez pas cela. À l'ère du développement spatial, l'humanité a réalisé une véritable percée. Désormais, le système solaire a perdu son statut de lieu inconnu. De nombreuses sondes terrestres parcourent désormais ces vastes étendues, visitant les planètes ou passant à proximité immédiate de celles-ci. Jupiter, notre plus proche voisin géant, n'a pas non plus été ignoré. L'atterrissage sur sa surface n'a malheureusement pas eu lieu, c'est impossible, puisque cet astre n'a tout simplement pas de surface. Par conséquent, les missions sont classées en missions orbitales, atmosphériques et de survol. Les dernières concernent le passage de l'appareil près de la planète. La majorité des missions à ce jour sont de ce type. Il y en a au total 7. L'étude de Jupiter est associée à de nombreuses difficultés. Rien que les attaques radioactives infernales de ce géant capricieux sont redoutables. C'est pourquoi l'équipement des sondes est pris très au sérieux. Le premier à explorer le géant du système solaire fut la sonde au nom évocateur Pioneer 10. Il a été le premier à s'approcher de Jupiter. Ensuite, à partir des dysfonctionnements de la sonde, les concepteurs ont corrigé les erreurs pour fabriquer les appareils suivants. Qu'a donc découvert Pioneer 10 sur Jupiter et dans ses environs? La sonde a pleinement justifié son nom. Pioneer 10, qui a survolé la planète en 1973, s'est approché pour la première fois des satellites galiléens et a pris des photos détaillées de ces objets, ce qui n'avait jamais été possible auparavant. La sonde a partiellement étudié les couches supérieures de l'atmosphère de Jupiter, révélant de puissantes ceintures magnétiques et de radiation. Un an plus tard, Pioneer 11 a poursuivi ce travail. Un appareil de nouvelle génération qui a réussi ce dont les astronomes de la Terre rêvaient depuis des siècles. En survolant les nuages de Jupiter à une altitude de 34 000 km, il a photographié la grande tache rouge, ce qui a permis d'observer en détail ce tourbillon monstrueux. C'est un ouragan qui souffle sur la planète depuis déjà 350 ans. C'est du moins aussi longtemps que les scientifiques l'observent. La tempête diminue progressivement de taille. Mais dans l'entonnoir, il y a toujours assez de place pour 2 ou 3 planètes comme la Terre, ou 7 à 8 Mercure. La vitesse du vent à l'intérieur de l'ouragan atteint 500 km/h. Et la couleur rouge persistante de cette formation est due à la présence de phosphore dans l'atmosphère. À part les arrière-plans, la sonde Pioneer 11 a observé la région polaire du géant et a déterminé la masse de son satellite Callisto. Après cela, Jupiter a été brièvement étudié par Voyager 1. Bien que le vaisseau ne soit resté que peu de temps près de la planète, il a examiné de plus près ses anneaux et ses satellites et a enrichi les informations sur le bouclier de radiation jovien. Il est remarquable que, sans les 2 Voyager, le monde ne saurait toujours pas que le géant possède des anneaux, même s'ils ne sont pas aussi impressionnants que ceux de Saturne. Les sondes ont été les premières à découvrir une forte activité volcanique sur Io. Avant cela, on pensait qu'une telle activité n'existait que sur Terre. Et surtout, les données des recherches et les photos rapportées par les sondes Voyager ont permis de supposer qu'un immense océan, peut-être habité, se cache sous la glace d'Europe, l'une des lunes de Jupiter.
En 2000, la sonde Cassini a survolé la géante gazeuse et s'est distinguée en envoyant sur Terre plus de 26 000 photos détaillées et de haute qualité de la planète géante. Grâce à cela, les scientifiques ont eu la possibilité d'observer des objets jusqu'à 60 km de diamètre. La photo la plus célèbre est celle du pôle de Jupiter. Avant cela, aucune sonde n'avait réussi à prendre une photo aussi réussie. L'année 2007 a été marquée par le survol de Jupiter par la sonde spatiale New Horizons, en route vers Pluton. Parmi d'autres observations, la sonde a étudié la petite tache rouge. Ce tourbillon rappelle la grande tache rouge par sa couleur et d'autres traits. On a découvert que l'atmosphère jovienne compte de nombreuses tempêtes de ce type. Elles ne sont certes pas aussi gigantesques et épiques. Pour les missions orbitales, seules 2 ont eu lieu jusqu'ici. À l'aide des sondes Galileo et Junon, le premier est entré en orbite autour de Jupiter en décembre 1995 et y était resté pendant 7 ans. Ensuite, il s'est écrasé sur la planète et a été broyé par l'atmosphère de la géante. L'événement principal observé par la sonde a été la chute de la comète Shoemaker-Levy 9 qui s'est produite en 1994. Observer la collision des objets depuis la Terre était impossible. Ainsi, les images capturées par les caméras de Galileo ont une valeur encore plus grande. La sonde a été témoin de la façon dont, du 16 au 22 juillet, les fragments de la visiteuse céleste glacée se sont enfoncés dans l'atmosphère de Jupiter. La température de la boule de feu qui s'est élevée à la suite de l'explosion atteignait 23 726 degrés Celsius. Alors que dans les couches supérieures de l'atmosphère du géant, la température n'excède pas moins 140 degrés. Le panache explosif provoqué par l'impact des fragments de la comète s'est rapidement élevé à une hauteur de 3000 km au excellent. C'était la première collision d'objets observée en dehors de la Terre. Une autre mission de la sonde, réalisée pour la première fois, consistait à envoyer un appareil pour étudier l'atmosphère de Jupiter. Pendant environ 1 heure, la sonde est descendue, s'approchant de plus en plus de la surface liquide du géant, parcourant 156 km de couches tumultueuses avant de cesser de fonctionner. Pendant ce temps, l'appareil a subi des contraintes extrêmement puissantes. Une chaleur incroyable, atteignant 150 degrés, et une pression 22 fois supérieure à celle de la Terre. C'est finalement cette pression qui a écrasé la sonde après 57 minutes de vol. Ensuite, très probablement, l'appareil s'est progressivement évaporé dans les couches plus chaudes. Plus tard, Galileo a subi le même sort que sa création. Pour l'instant, c'est la seule incursion atmosphérique sur Jupiter, donc les données obtenues sont très importantes. Actuellement, depuis 2016, la solitaire Juno circule en orbite autour de Jupiter. Fait intéressant, lors de l'approche de la planète, afin de réduire sa vitesse et d'entrer sur une orbite exceptionnellement basse, 200 километров над верхним слоем облаков. l'appareil a craché du feu pendant 30 minutes. La sonde tentera de déterminer si la planète possède un noyau rocheux et quelle quantité d'eau est présente dans l'atmosphère de Jupiter. Grâce aux données recueillies, les scientifiques espèrent comprendre l'origine du géant. Et dans un avenir plus lointain, des vaisseaux habités se rendront vers Jupiter et visiteront Callisto, la Lune où l'on ressent le moins la radiation mortelle du géant. Pourquoi pas sur Europe ? Nous n'aurons pas l'équipement technique nécessaire pour forer sa glace, et les moyens de protection primitifs ne protégeront pas les astronautes d'une dose létale de radiation, 540 REMS. À titre de comparaison, sur Terre, ce chiffre est d'environ 0,07 REM. Nous vivons à une époque de grandes découvertes et de percées technologiques, et cela ne peut que nous réjouir.
L'humanité commence à se sentir à l'étroit sur sa propre planète, c'est pourquoi les scientifiques cherchent d'autres endroits appropriés. Il ne nous reste qu'à observer avec enthousiasme ou scepticisme comment l'histoire s'écrit. Nous attendons vos likes et commentaires. Revenez souvent car Hubble est une chaîne qui ne tolère pas la stagnation.